Bienvenue sur Fragile. Je vous propose de poursuivre votre découverte de Porquerolles, île sœur de Porquerolles. Plus sauvage, plus mystérieuse, plus lointaine, 10 fois moins peuplée que sa voisine Porquerolles, Porquerolles fut un haut lieu de villégiature intellectuelle pour des artistes et gens de lettres. Dans l'esprit de l'île, magnifique ouvrage paru aux éditions Claire Pollan, dont je vous recommande vivement la lecture, Pierre Buffet, grande personnalité de Porquerolles, écrit « Ceux qui ont su s'implanter dans cette île avaient un supplément d'âme. Ils ont su se nourrir de la poésie de ce lieu et s'en sentir solidaires, au point souvent de ne pouvoir s'en arracher. » Cette semaine, je reçois Danielle Ferry. Bonjour Danielle, vous êtes une enfant de l'île, vos parents s'y sont rencontrés en 1928. Votre père Marius travaille alors comme steward à la compagnie de navigation sud-atlantique. En vacances, il retrouve son frère Joseph qui travaille à Portmont comme maçon. Il est embauché au manoir par Marceline Henry où il rencontre votre mère qui travaille aussi pour le compte de la famille Henry. Madame Henry favorise leur mariage en leur garantissant à tous les deux une place au manoir. C'est ainsi que votre père donne sa démission à la marine et que vos parents décident de rester à Porquerolles. Vous êtes, Danielle, la plus jeune d'une fratrie de 3 enfants. Vos 2 frères, Michel et Jean-Claude, ont exercé en tant que marins-pêcheurs. Vous avez été vous-même institutrice à Porquerolles et vous tenez aujourd'hui la boutique de souvenirs et de vêtements qui se trouve sur le port. On va revenir sur votre parcours. Mais pour commencer, Danielle, s'agissant de l'installation de vos parents sur l'île, est-ce que vous voyez des points à préciser et est-ce que vous pourriez nous dire comment se sont passées les années qui ont suivi leur installation? Alors, ils étaient tous les deux employés, donc vous avez dit chez Madame Henry, qui avait le manoir et l'hôtellerie provençale à l'époque. Le manoir était une annexe de l'hôtellerie provençale. Le restaurant, l'essentiel était à l'hôtellerie provençale. Et le manoir, c'était essentiellement les chambres. Voilà, donc mon père était maître d'hôtel, ma mère était lingère. Ils se sont connus, ils se sont mariés 4 mois après. 4 mois après, et après ils ont voulu évidemment prendre un peu leur indépendance et ils ont cherché une maison sur Porquerolles et mon père a acheté un bateau qui est là vous l'avez là, hein, un pointu. Et avec ce pointu, il a voulu faire la pêche. Ça a été des années très très difficiles parce que ça ne sort pas pêcheur comme ça. Surtout à l'époque, il n'y avait pas les congélateurs, rien du tout. C'était très difficile. Et ils ont donc vécu dans cette maison même où vous vous êtes installés. Et voilà, nous on a grandi à Porquerolles. Mes frères ont appris la pêche aussi avec lui. Moi, j'ai eu plus de chance parce qu'il y avait un tout petit peu plus d'argent à la maison, donc j'ai pu faire un peu des études. Et j'ai été institutrice, voilà. Votre père a été pêcheur et votre mère, elle exerçait des fonctions également à Porquerolles? Alors ma mère, elle au début non, elle travaillait comme lingère, etc. Et après, comme c'était une femme de tête assez sévère, elle a monté cette petite boutique. C'était une toute petite boutique où elle vendait des coquillages au départ. Oui. Et parce qu'elle avait rencontré un couple de Tahitiens qui lui avaient amené des coquillages de Tahiti. Et ça a été immédiatement à la mode, les coquillages de Tahiti. Et comme ça, elle a gagné un peu d'argent et puis monté une petite boutique. On est en quelle année, là, à peu près, Danielle? Oh là, j'avais, pour cette petite boutique, je devais avoir, ça doit être dans les années 50. Parce que vous naissez donc, Danielle, en 1946, vous grandissez sur l'île. On a envie de vous demander, c'était comment de grandir à Porquerolles dans les années 40, 50, après-guerre? C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup moins de monde. Alors, il y avait aussi, il faut pas oublier qu'à l'époque, il n'y avait pas les sports d'hiver et que les gens, on appelait les sans-familles, les gens de la société la plus riche, venaient sur la Côte d'Azur pour prendre le soleil. Donc, il reste des installations ailleurs de tout ça. Et là, à Porquerolles, il y avait ces familles très riches qui venaient. Quelquefois, il y avait des enfants, je pouvais rencontrer un peu des enfants. Mais dans l'ensemble, j'étais assez sauvage. C'est-à-dire qu'à 8 ans, j'étais assez sauvage. Voilà. Il y avait d'autres enfants de votre âge à l'époque? À l'époque, oui, il y avait déjà le fils de l'institutrice, Jean-Louis Vial, de l'île du Levant. Il y avait, parce que l'institutrice, c'était Madame Vial. Donc, il y avait Jean-Louis Vial de l'île du Levant. Il y avait la fille d'un employé du manoir, Monsieur Tolari. Donc, on était 3-4. Voilà. Et donc, vous alliez à l'école avec cette institution? Oui. Jusqu'au jour où, eux, ils sont partis, il y avait plus d'enfants et l'école a fermé. Est-ce que vous avez des souvenirs de jeux sur l'île, des souvenirs d'enfance ou Nous, pas? c'était pas compliqué. On faisait des parties de cache-cache et on déterminait le territoire. C'était le fort du Moulin en passant par l'Estissac et en redescendant par le manoir. C'était notre territoire de cache-cache.
On voyait Vous étiez assez libre ou pas? Vos parents vous laissaient assez libre? Oui, j'étais moins anxieux que maintenant. Il n'y avait pas toutes ces histoires qu'il y a maintenant non plus. Faut dire que c'était plus tranquille. Pierre Buffet dit, en se remémorant son enfance, « Pour nous, la Terre se limitait à Port-Cros, le continent c'était le zoo humain, et Port-Cros c'était la vraie vie. » Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Bah oui, puis je continue. Parce que quand je vois mes enfants sont parisiens, enfin ils travaillent à Paris, avec mes belles-filles qui sont typiquement parisiennes, et je regarde certaines réactions complètement effarées, parce que ils sont attachés à des petits trucs superficiels, et nous, sur l'île, on apprend à être essentiel, et être patient. Parce qu'une île, il faut être patient pour y vivre. C'est pas recevoir un colis, c'est pas avoir le pain d'hiver parce que le bateau n'est pas passé, etc. On apprend la patience et la tolérance, parce qu'il n'y a plus sur le continent. Vous trouvez plus ça? Bah, vous anticipez la question d'après, Daniel. Est-ce que vous Pardon. pensez que non, mais c'est très intéressant. Est-ce que vous pensez que grandir à Port-Cros a pu influencer votre rapport au monde et aux autres, à la nature, et si oui, dans quel sens? Au-delà de la patience que l'île vous a apportée, qu'est-ce qu'elle vous a peut-être apporté de plus par rapport à des enfants qui auraient pu grandir sur le continent? Nous, les enfants de l'île, on a du mal à rentrer dans un moule. C'est-à-dire on gardera à vie, et ce que je souhaite pour mes enfants d'ailleurs, qui ont été élevés à Port-Cros, on gardera à vie notre propre personnalité. On est moins influencé par les modes et des choses comme ça. On est plus indépendant. On est plus libre dans notre tête. Enfin, moi, c'est ce que je constate. Vous arrivez peut-être davantage à vous affranchir, c'est ça, des codes et du brouhaha. Les codes, on les regarde d'un air surpris, et le brouhaha, on le supporte un peu, mais après c'est trop. Et quand on fait les saisons, là, en ce moment, avec le bruit et les gens, au bout d'un moment, on n'en peut plus, parce que c'est pas nous. Voilà. Et quand on se retrouve l'hiver entre Port-Crosiens, qu'est-ce qu'on est heureux. C'est incroyable, d'ailleurs. Faut voir, le confinement à Port-Cros, ça va rester un des meilleurs souvenirs. C'est vrai. C'est terrible de dire ça, On n'ose pas le dire aux gens. Ils nous disent, mes pauvres gens, vous avez été confinés. Et nous, on rit, parce que c'était vraiment des moments formidables. Vous pouvez un petit peu expliquer pourquoi? C'était des moments formidables parce qu'il y avait juste un bateau par jour qui venait. On s'était tous organisés pour avoir à manger correctement. Et avoir du bois pour allumer la cheminée. Enfin, c'était tout. Et après, l'après-midi, le midi, on se réunissait. On mettait une grande table. En plus, il a fait beau. Une grande table au milieu du village. On mangeait tous ensemble. Et on respectait un peu les distances parce qu'il y en avait quelques-uns qui allaient faire les courses sur le continent. Mais dans l'ensemble, c'était parfait, quoi. Et l'après-midi, c'était calme plat. Et pas un bateau. Et les poissons qui sautaient dans le port. C'était divin. Un petit côté à la fois coupé du monde et très préservé du monde comme ça, c'est quelque chose de fantastique. Ouais, je veux bien vous croire. Attention, ça tient bien parce qu'on se connaît tous, qu'on s'aime tous et qu'on se soutient et on est solidaires dans des cas comme ça. Très solidaires. Vous pensez qu'il y a une solidarité insulaire propre? Oui, absolument. Qui se manifeste comment? Écoutez, quand quelqu'un manque de quelque chose, quand il arrive un problème, on est tous là, Ça, c'est sûr, C'est sûr. Même ceux qui, en apparence, ne s'aiment pas. Non, on est là. Il n'y a pas de problème. Mais ça, je crois que c'est assez propre aux îles. À Porquerolles, c'est pareil. Dans les moments, je crois, dans les coups durs aussi, il y a les gens sont... Ça, l'insularité, ça apporte tout ça, et c'est très bien. C'est pas comme dans un quartier où vous connaissez à peine votre voisin, c'est très différent quand même. Très, très différent. Est-ce que vous vous souvenez, Daniel, de la première fois que vous avez traversé sur le continent? Écoutez, la première fois, j'avais 4 jours, Ah oui, d'accord. Ce que j'ai entendu dire, c'est que quand j'étais petite, j'avais tout le temps le mal de mer. Et ma mère a traversé avec moi, j'avais 4 jours, et je me suis évanouie. Et là, ils ont compris que j'étais quelqu'un qui allait avoir un grave mal de mer toute sa vie, c'est ce qu'avait dit le médecin. Et effectivement, j'ai dû dominer ça pendant des années et des années. Et vous êtes encore encline au mal de mer ou ça va mieux? Ça se domine le mal de mer, C'est vrai? Oui, comment je pourrais dire, ça se surmonte. Ça se surmonte et puis il y a des tas de techniques. Il faudra que vous me les donniez parce que moi je suis comme vous. C'est vrai? Oui. Vous me direz ce qu'il faut faire. Donc vous grandissez à Port-Cros jusqu'à quel âge? Alors je suis restée à Port-Cros jusqu'à 8 ans et demi, 9 ans, parce que l'école a fermé après.
D'accord. L'école a fermé, donc on m'a mis en pension à Hyères. Et j'ai été en pension à Hyères, et là, vraiment, j'ai été très, très malheureuse, parce que c'était terrible. Je comprenais pas, là, autant d'enfants, autant de promiscuité, tout ça. Là, ça a été une déchirure terrible. Et bon, j'y suis restée assez longtemps, hein. J'ai fait mes études, j'ai passé mon bac, etc. Vous étiez loin à la fois de votre famille et de l'île, donc ça a été un arrachement oui, bien pour sûr. vous. Alors, il y avait quand même qu'1 heure de bateau, vous allez me dire, mais... à 8 ans, c'est jeune. Les horaires, ça correspondait pas toujours, etc. On avait un correspondant qui nous sortait le samedi, dimanche. On n'était pas des enfants heureux à ce moment-là. Mais après, toutes les vacances, on les avait à Port-Cros. Vous rentriez du coup tous les week-ends également? Pas tous les week-ends. On n'avait pas, c'était pas possible. Il n'y avait pas assez de bateaux, il n'y avait pas assez de choses. Oui, pas tous les week-ends. Oui. Donc vous faites vos études à Hyères, votre lycée. Voilà, donc j'ai fini mes études à Hyères. Après, je suis partie faire du droit. Oui. Et puis après, j'ai abandonné. Je suis partie faire une licence d'anglais. Et puis j'ai été, à ce moment-là, même mes parents ont eu assez de payer pour moi. Parce qu'à l'époque, on payait pas pour les enfants inconsidérément. Hein. Un examen raté, c'était terminé, les vies étaient coupées. Donc j'ai fait ma demande pour être institutrice parce qu'à l'époque avec il y avait 2 bacs hein, avec les 2 bacs plus je parlais l'anglais couramment, donc vous trouviez des postes dans l'enseignement en collège et machin comme ça. Donc j'ai été envoyée dans un collège pour faire prof d'anglais tout en continuant ma licence d'anglais. Voilà. Dans quelle région? C'était toujours dans... Alors c'est que pour faire ça il fallait aller dans les régions défavorisées. Il n'y avait pas de professeur, donc je suis partie dans les Ardennes, à l'autre bout du pays. Ouh là là. Voilà. Ça a dû je me suis retrouvée dans les Ardennes. Oui. Vous connaissiez l'endroit ou pas du tout? Non, pas du tout. Complètement par hasard. Pas du tout, mais je me suis bien adaptée et au froid, et au pays, et aux gens. Et je m'y suis mariée. Oui. Et après, je suis revenue ici quand mes parents ont quitté le magasin. Et les Ardennais, ils me téléphonent tous les jours. C'est vrai, vous gardez des contacts. Oui, des gens vous êtes resté combien de temps dans les Ardennes? Je suis restée 14 ans. Oui, c'est pas rien. C'est pas rien, mais c'est des gens formidables. Les gens du Nord, on le dit toujours, hein, vrai. sont moins superficiels, hein, sont moins gâtés que les gens du Sud. Hein, beaucoup moins superficiels. Oui. Et donc, vous revenez 14 ans après. Alors, qu'est-ce qui vous fait rentrer à Port-Cros? Pourquoi vous n'êtes pas resté? Mes parents, ma mère voulait... qui arrêtait le magasin, était fatigué. Ouais. Et mon père, ils étaient assez âgés. Et puis, je voulais qu'ils finissent leur vie dans leur maison. Donc, je suis revenue avec ma famille et on a fait de la cohabitation. Nous, on s'est serrés. Ils ont gardé leur lieu de vie, etc. Et ça s'est terminé comme ça. Donc, j'ai accompagné mes parents jusqu'à la fin de leur vie. Vous imaginez, c'était un vœu pour vous, même quand vous êtes parti dans les Ardennes, vous vous disiez que vous reviendriez un jour ici? Je pensais que je reviendrais jamais parce que c'était la période de cette jeunesse-là. On voyage, je vais me marier, je vais avoir des enfants, je vais faire ceci, je vais faire cela. On a tous des idées comme ça. Oui. Moi, j'étais pas braquée sur Port-Cros. Beaucoup d'enfants sont braqués sur Port-Cros. Moi, je me disais, j'ai une autre vie à faire. Et en fait, quand je suis revenue à Port-Cros, je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'a pris? Je suis tellement heureuse ici. C'est vrai. C'est ça. Voilà, c'était fini. J'avais plus. Là, j'ai prévenu que je ne repartirai jamais. Je l'ai prévenu. On est en quelle année quand vous revenez à Port-Cros? On est en 80. 1980. Et alors, vous avez exercé en tant qu'institutrice à Port-Cros? En 80, donc, dans les Ardennes, j'ai été institutrice. Après avoir fait un peu de professorat, j'ai abandonné et j'ai été institutrice. Et là, quand je suis revenue, j'ai fait ce qu'on appelait l'exéa linéa, c'est-à-dire on sortait du département, on rentrait dans un autre département. Oui. Et là, j'ai eu la chance d'avoir mon INEA. C'était très difficile d'avoir son INEA pour le Var. Et un jour est arrivé au magasin une personne qui vous vous rendez compte, j'ai craqué mon pantalon, je peux pas aller au restaurant. Oh, je dis c'est pas grave, je suis allée chercher du fil et une aiguille et je lui ai raccommodé son pantalon. Elle est partie au restaurant et arrivée au restaurant, elle a dit, vous savez, cette dame là-bas, elle m'a réparé mon pantalon. Et c'était la femme de l'inspecteur d'académie. Et les gens du restaurant ont dit, mais vous savez, c'est une habitante de l'île, elle a postulé pour avoir le poste d'institutrice, il faudrait quand même faire quelque chose, parce qu'on sait qu'elle ne repartira pas de Port-Cros, elle va pas faire 1 an et s'en aller. C'est comme ça que j'ai eu le poste. Ah, merveilleux. Oui, c'est drôle. Et je suis restée 14 ans.
14 ans, 14 ans, institutrice à de Porquerolles. 80 à la milieu des années 90. Voilà. Enseigner à Porquerolles, est-ce que vous pourriez un peu décrire, parce que je pense que les gens sur le continent ne peuvent pas s'imaginer ce que c'est d'enseigner à Porquerolles. Vous aviez combien d'élèves, quel âge, de quel âge à quel âge? C'est difficile de donner de quel âge à quel âge. Bon, d'abord c'est une classe unique, donc c'est de la maternelle à l'entrée en sixième. Alors les enfants, ça pouvait varier de 4 enfants à 10 enfants, pas plus, ça n'allait jamais au-delà. Et d'abord la classe est très petite. Et en plus c'est extrêmement intéressant, parce que on dit toujours que la classe unique c'est la plus jolie classe. C'est la plus jolie qui existe. Après, quand j'étais institutrice, j'ai fait une correspondance, mais plus qu'une correspondance, avec une toute petite école des Cévennes à côté du Montégoal, Oui. où ils étaient exactement dans le même cas de figure. Eux, c'était le bus qu'ils devaient prendre, nous, c'était le bateau. Ouais. Et on est resté liés très très longtemps. Et on avait les mêmes problématiques pratiquement. Et vous faisiez des échanges? Oui, c'est ils ça. venaient à Porquerolles et nous, on partait dans les Cévennes. C'était divin. On est restés très amis avec eux. Ouais. Est-ce que vous avez une anecdote ou des souvenirs particulièrement marquants de cette période, des enfants peut-être aujourd'hui que vous croisez les encore? Enfants, oui, je les ai toujours, j'en ai pas perdu de vue. C'est vrai? Non, je pense pas. Non, puisque l'année dernière, il y en a une que j'avais perdue de vue qui est venue au magasin. Et ces enfants-là, ils sont restés très proches de moi, forcément, parce que c'est comme une famille, l'école à Porquerolles. C'était comme une famille, hein. Puis la plupart peut-être reviennent aussi régulièrement. Oui, il y avait des petits Porquerolliens, hein. Ouais. Stéphanie Anger de l'hôtellerie provençale, elle était mon élève, c'est moi qui lui ai appris. Son frère, pareil, enfin bref. Raphaël, pas lui, hein, mais mon deuxième fils, il a été à l'école avec moi aussi. D'accord. Bon, c'était à la fois très libre et très discipliné, parce que il n'y avait pas de problème de discipline. On organisait notre journée, on faisait des tas de choses. On faisait beaucoup d'activités en dehors. On marchait beaucoup, on faisait de la peinture, on faisait plein de trucs. C'était très très sympa. Ouais, très ouvert. Certainement, le cadre en même temps s'y prête. Ce serait dommage de s'en priver quand on est sur un territoire comme ici. Les enfants avaient le droit de monter à l'école avec leurs animaux, donc c'était le bonheur total. Ouais. Le bonheur total. Ouais. Les plus belles années, je pense. Je me demande, au final, vu l'âge que j'ai, si c'est pas les plus belles années de ma vie. C'est vrai. Les années d'école. Les années d'enseignement à Porquerolles. Oui. À Porquerolles. Ouais. Je crois que ce sont les plus belles années, vraiment. Alors justement, cette école de Porquerolles, elle a fermé il y a 9 ans, si je me trompe pas, c'est ça? Mais vous savez, je suis pas forte sur les dates. Non, mais ça m'a été soufflé, alors je vérifierai. Mais oui, je crois que c'est ça, oui. Comment vous avez... alors à l'époque, bien sûr, vous n'exerciez plus en tant qu'institutrice. Non, je n'avais même pas d'enfant. Oui. Ouais, mais comment vous avez vécu cette fermeture de l'école? Est-ce que ça vous inquiète pour l'avenir de Porquerolles? Moi, je suis une institutrice qui parle, hein. Pour moi, plus d'école dans un village, c'est la fin du village, c'est la mort du village. Parce que à Porquerolles, il pouvait y avoir que 4 ou 5 enfants, il y avait les fêtes d'école, j'organisais des grosses fêtes d'école, et c'était la vie, il y avait de la vie, quoi. Hein. Ça rejoint la vie d'un village. Quand il n'y a plus d'école, les gens hésitent à venir s'installer sur une île. Vous voyez, il n'y a plus le même sentiment. Bien sûr. Les enfants, ça rapproche tout le monde. Les enfants, ça rapproche. Regardez un enfant qui naît dans une famille, et combien de gens se réconcilient dans la famille pour la naissance de cet enfant? C'est pareil dans les villages. C'est pareil. Vous avez l'espoir qu'un jour quelque chose soit fait pour réinstaller une école? Qu'il y ait pour réinstaller l'école, il faudrait qu'il y ait des postes, des métiers qui s'ouvrent sur Porquerolles. Or, à part le parc national, qui est-ce qui donne du travail? Les commerçants l'été, mais c'est l'été. Alors ça va pas. Oui. Je sais pas quel poste on pourrait créer, quelle chose on pourrait faire. À l'époque, le parc national avait joué le jeu avec moi. Vraiment joué le jeu. À un moment donné, l'école était menacée parce que vraiment j'avais plus beaucoup d'enfants. Et il y avait un sous-directeur qui avait fait venir des gardes avec des enfants. Ça m'avait sauvé l'école. Bien sûr. Alors maintenant, c'est plus le même état d'esprit. On a les postes sur concours, sur machin, ça n'a plus rien à voir. Et du coup, ce serait une alliance avec l'île du Levant? Alors j'ai essayé. Oui. À l'époque, j'ai beaucoup essayé de faire venir les enfants de l'île du Levant à Porquerolles et vice versa. Mais c'était plutôt les enfants de l'île du Levant qui seraient venus à Porquerolles. Mais on se heurte à des problèmes de transport, de ceci, de cela. Alors, c'était facile de les transporter du Levant à Portmont.
Après, il fallait trouver une voiture, parce que c'est très, 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 très surveillé. Bien On sûr. s'en doute bien, les Oui, enfants. oui. Donc la voiture qui venait au village. Après, les villageois avaient très bien joué le jeu. Prenaient les enfants pour manger dans toutes les familles, ça marchait très bien. Mais je crois que c'est une question de sécurité qui a tout bloqué. Oui, c'est souvent la contrainte avec les Oui, enfants. parce que c'est de pire en pire. Hein. À l'époque, moi, je faisais monter les chiens et les chats à l'école. Tout le monde rentrait dans la classe le matin. Et c'était drôle. Ils se couchaient dans un coin. Sagement, à 10h, c'était l'heure de la récréation. Hop, les chiens et les chats se levaient. Tout le monde disait c'est la récré. Et les chiens et les chats allaient jouer dehors avec les enfants. C'était libre, complètement libre. Alors aujourd'hui, donc vous arrêtez d'enseigner au milieu des années 90. Donc vous avez repris la boutique tenue par vos parents. Voilà. Depuis le milieu des années 90, c'est ça? Moi, j'avais déjà repris avant, mais c'était mon mari à ce époque-là qui la tenait. D'accord. Qui la tenait. Or, à partir de juillet-août, je la tenais avec lui, forcément. Mais donc, à partir de... Ma mère est décédée en 95. Là, vraiment, j'ai tout stoppé, l'école et tout, parce que mon père était tout seul, donc je voulais rester avec lui. Et là... Vous êtes consacrée complètement à la boutique, c'est ça? Au magasin, ouais. Mes parents. Ouais. C'est un magasin qui ouvre de quand à quand? Alors, il ouvre quand tout va bien, en période normale. Il ouvre d'avril à octobre. Ouais. Là, évidemment, avec le Covid, il a ouvert le 19 mai. Et il va peut-être finir mai avant, on ne sait pas ce qui va se passer. Ouais. Voilà, donc là, on est vraiment dans des périodes difficiles, quoi. Et vous êtes la seule boutique du village ou... C'est le seul magasin du village. Oui. Le parc national fait une petite boutique là-bas, mais à part ça, oui. Vous savez, il n'y a pas de place pour deux, là. Non, c'est sûr. Et là, en nourriture, vous pouvez ouvrir tout ce que vous voulez, parce que les gens mangent et boivent à l'excès. Mais acheter des souvenirs, c'est pas à l'excès. Hein. Alors, on y trouve quoi dans votre boutique? De tout. De tout. Ça part du t-shirt, la chaussure pour dépanner, de tout. Des souvenirs essentiellement, des t-shirts et des pulls. Voilà. Du fait qu'il est tout seul. Bien sûr, bien sûr. On ne peut pas sûr. se spécialiser du fait qu'on est tout seul. Voilà, une sorte de, dans le bon sens du terme, de bazar. En fait. C'est un bazar. Ouais, tout à fait. Vous n'avez pas de tabac à Porquerolles, par exemple. Ça n'existe pas. Au Levant, il y a aussi, mais pas ici. C'est très petit Porquerolles, hein, on ne se rend pas compte. Hein. Oui, c'est vrai que tout est vraiment circonscrit sur un tout petit endroit. Alors, Daniel, j'aimerais qu'on parle un petit peu de votre lien à Porquerolles à travers une petite série de questions très courtes et assez concrètes. Quelle est la saison que vous préférez sur l'île et pourquoi ? Alors, la saison que je préfère sur l'île, je peux dire que je pense que c'est à partir de septembre jusqu'à décembre. Ouais. Ça, c'est très agréable parce qu'on arrête la saison touristique. On récupère notre île, comme on dit. Tout le monde dit la même chose. Oui, tout le monde dit la même chose. Les couchers de soleil sont fabuleux. Ouais. L'eau est encore chaude. Enfin, il y a plein de choses très, très valables là. Janvier, février, mars, c'est plus dur. C'est les mois des tempêtes et les choses, c'est plus dur. Vous restez à l'année sur l'île ? J'ai eu un appartement à Hyères, une espèce de petit pied-à-terre. Quand on est fatigué, malade, il faut avoir quelque chose. Est-ce qu'il y a un ou des endroits que vous affectionnez tout particulièrement à Porquerolles ? Je ne saurais pas dire, franchement. Franchement, je ne saurais pas dire. C'est vrai qu'en vieillissant, je suis très attachée au village. Oui. Très, très attachée aux maisons, aux vieilles maisons comme celle-là. C'est vrai, ça. Mais tous les coins sont beaux. Tout est beau, tout est beau, tout est beau. Ça dépend. Vous savez, il fait vent d'est, on va vers la plage du sud. Il fait Mistral, on va vers Port-Mort. Mais pour nous, Porquerolles, c'est un tout. Il n'y a pas un endroit qu'on préfère. On n'a pas un endroit particulier. C'est l'ensemble. Si je devais prendre un livre et m'en aller à la journée en ce moment, ouais. Ben, je sais pas. Peut-être les falaises, parce qu'en ce moment, je suis fatiguée, j'ai besoin d'horizon. Vous marchez un peu sur l'île encore Moins depuis quelque temps, mais je marche quand même. Ouais. Oui, je marche, oui. Bon. Si vous deviez imaginer, vous êtes face à quelqu'un, un Ardennais par exemple, qui n'est jamais venu ici, et si vous deviez lui décrire la géographie des lieux en quelques mots, à quelqu'un qui ne connaît pas du tout l'endroit, la végétation, les reliefs, les habitations, le lien à la mer, qu'est-ce que vous diriez de Porquerolles ? Alors Porquerolles, d'abord c'est la plus sauvage, c'est une île sauvage.
à l'origine. Bon, c'est pas parce qu'ils débarquent, je sais pas, des milliers de touristes l'été. Elle reste très sauvage, cette île. Bon, c'est une végétation typiquement méditerranéenne, ça n'a rien d'extraordinaire. Et c'est une île qui n'est pas facile. Ça, il faut le savoir. Elle n'est pas facile parce qu'il n'y a pas d'eau, parce qu'il n'y a pas ceci, pas cela. Et en plus, elle est très vallonnée. Elle est faite de plusieurs collines et vallons. Donc, elle est dure pour la marche. Ça grimpe toujours. Partout où on va, ça grimpe. C'est pas à Porquerolles où on peut prendre des vélos. C'est impossible à Porquerolles. Donc, elle a une personnalité bien à part quand même. Bien à part. Vous la décririez d'un peu exigeante comme île? Elle est exigeante, elle n'est pas facile et elle fait pas de cadeaux. Il faut bien s'adapter, il faut bien savoir que on vient pas à Porquerolles se réfugier quand on a un malheur. C'est pas vrai. J'ai vu des tas de couples venir à Porquerolles pour essayer de raccorder leur couple et ça n'a pas tenu parce que elle est plutôt révélatrice que consolatrice. Voilà ce que je veux dire. Ouais. Les gens fragiles ne peuvent pas vivre sur cette île. Il faut avoir une force de caractère, il faut savoir se suffire à soi-même, il faut pouvoir prendre un bouquin, écouter de la musique, etc. Être indépendant. Être indépendant. Vous avez vu, vous, des gens qui pensaient ici... J'ai vu très souvent des gens, et j'en vois encore, des gens qui pensent qu'ils peuvent venir s'installer sur l'île et qui vont faire mieux que tout le monde et que en arrivant à Porquerolles, ils vont c'est rien, c'est facile, c'est beau, c'est la poudre aux yeux. C'est la poudre aux yeux, le bateau, la mer, le machin, c'est la poudre aux yeux, parce que l'île est dure. Et puis comme vous l'expliquiez, là on a un visage de l'île, on est en plein été, c'est ravissant, on arrive, il y a du monde, il y a de la vie, mais je veux bien croire que l'hiver pourrait être venu, alors voilà. Vous avez vu la dernière fois que vous êtes venu, il faisait pas beau, Non, il faisait pas beau, c'est pas du tout le même visage de l'île. Non. Là, c'est pour ça qu'il faut avoir une force de caractère, il faut savoir tenir et il faut avoir une vie intérieure, c'est très, très essentiel. Absolument, et ça je crois que c'est assez caractéristique et à mon avis encore plus ici qu'à Porquerolles où les liaisons sont quand même beaucoup plus faciles. Les liaisons sont faciles. Nous on n'a pas de commerce, rien du tout. Pas un bar, pas une épicerie, rien. Donc ça demande vraiment une identité très forte pour pouvoir pallier à tout ça, quoi. Ouais. Et alors une journée d'hiver, Danielle, comment vous justement les journées d'hiver, vous résistez à ça? Les journées d'hiver, on se le dit souvent, les journées d'hiver elles sont toujours trop courtes parce qu'on ne sait pas comment ça se fait, mais on s'ennuie jamais. Alors bon, ça c'est typiquement porquerolien. On se lève vers 8-9 heures et on fait des tas de petites choses, on mange ensemble, on tourne et vire, on discute. Il y a des journées où il y a la poste, où il n'y a pas la poste. Vraiment, ça tient à peu de choses. C'est très drôle. Est-ce que vous auriez un souvenir ou une anecdote marquante que vous avez vécu à Porquerolles et que peut-être vous vous dites j'aurais jamais pu vivre ça ailleurs, ou tout simplement un souvenir comme ça qui vous vient à l'esprit, quelque chose qui vous a marqué sur cette île? Il me vient pas de souvenirs mauvais. De souvenirs de gens, de mariages, de gens, de fêtes entre nous, de choses comme ça. Ça, c'est plutôt des choses comme ça qui me viennent à l'esprit. Enfin, moi, j'ai un caractère plutôt optimiste quand même. Mais non, Porquerolles, elle est dure, mais à la fois, elle est consolatrice aussi. Donc, anecdote, je ne saurais pas, il faudrait que je réfléchisse, mais elle est consolatrice, cette île. Elle est très, très belle. Mes enfants s'apprêtent à revenir sur l'île parce que je vais arrêter de travailler. J'en ai un qui est parti hier. Il est parti hier, il a passé un mois ici à m'aider au magasin. Il est reparti hier, sa belle famille a loué une villa au Cabena. Une villa magnifique. Ouais. Il est parti la mort dans l'âme. Et hier, il a déjà téléphoné 3 fois depuis ce matin. Il n'a qu'une envie, se revenir. Oui. Ouais. Oui. Donc, vous avez des enfants, vous avez des petits-enfants aussi, et je voulais vous demander si c'était important pour vous de leur transmettre le goût pour cette île. Mais j'ai l'impression que vous n'avez même pas besoin qu'ils l'ont naturellement. Je m'en occupe peu à ce niveau-là. Ouais. Bien sûr, je m'occupe de mes petits-enfants. Mais je sais que ce sera transmis par leurs parents. Ouais. Et Emmanuel, là, que vous avez vu, il rentre de 3 semaines en Grèce. Il a fait un voyage magnifique dans les Cyclades. Et il me dit, mais hier soir, on mangeait tous les deux sur la terrasse en haut. Là, j'ai une terrasse en haut. Il m'a dit, mais pourquoi les Cyclades, mais pourquoi ça me dit une fois. Donc, j'ai pas besoin d'intervenir, moi. Et donc, vous dites que l'un de vos fils, l'autre fils, Raphaël, c'est ça, va reprendre... Ils vont reprendre tous les deux. D'accord. Mais oui, ils veulent pas laisser Porquerolles.
Ils veulent reprendre tous les deux. Et c'est facile pour eux de s'installer ici? Ben, ça va pas être facile, hein, parce qu'ils ont épousé 2 Parisiennes, et ça va être une grosse négociation. Ils vont se débrouiller. Hein. Ils vont se débrouiller. Vous savez, c'était déjà difficile à notre époque. Hein. Bien sûr, oui. C'est déjà pas facile. Hein. Mais vous aviez réussi à convaincre votre mari de venir habiter ici. Oui, mais c'était un Ardennais. Oui. Les Ardennais sont très attachés à leur terre aussi, oui. Hein, parce qu'ils ont été, un territoire qui a été envahi plusieurs fois pendant la guerre, et ils sont très très chauvins. Il a tenu bon nombre d'années, mais finalement il a fini par craquer. Il a fini par craquer. Ah, ouais. Oui, donc oui, comme vous dites, une négociation, et c'est certainement pour les personnes qui n'y ont pas grandi, l'apprivoiser quand même cette île, j'entends. Oui, hein c'est ce que je vous dis. Faut avoir une vie intérieure très intense. Parce que sinon, on ne tient pas. On dit souvent que la vie insulaire fascine autant qu'elle peut effrayer. Qu'est-ce qui fait, selon vous, sa particularité? Peut-être en termes d'espace, de temporalité, de vie en communauté. Vous avez déjà évoqué un petit peu ça. Hein. On est dans un monde à part par rapport à en comparaison avec la côte et même le continent. Et alors la ville, n'en parlons pas. On est dans un monde à part. On apprend à se suffire à soi-même. On apprend à être tolérant, c'est ce que je vous disais depuis le début. On apprend à pas être exigeant parce que un jour le bateau vient, le lendemain il vient pas. Vous attendez une lettre, elle arrive 8 jours après. Ben elle arrive 8 jours après. Moi je me souviens de mes parents qui disaient il n'y a pas de bateau. Oh ben c'est pas grave, mais enfin maman, ça fait 4 jours qu'il n'y a pas de bateau. Eh ben on va faire du pain avec la farine, ne t'inquiète pas. Et pour eux c'était normal. Ouais. Là maintenant tu te rends compte, il n'y a pas de pain. Et alors on mange autre chose, et puis voilà. À écouter les insulaires, on comprend que les îles sont des lieux de paradoxe, des espaces délimités, ouverts sur l'infini. Pierre Buffet, dans l'esprit de l'île, écrit en parlant de la vie sur l'île: y vivre requiert une vigoureuse résistance à la solitude, une difficulté d'être plus éprouvante qu'en d'autres lieux, et en même temps, les îles offrent la tentation de pouvoir mieux y donner vie à ses rêves. Vous avez déjà répondu en partie à cette question. Sûr. Qu'est-ce que ça vous inspire? Je pense que vous êtes d'accord avec ça. D'accord. C'est ce que je vous disais. Il faut avoir une vie intérieure. Ouais. Il faut pouvoir vous lever. Il y a rien. Il y a pas de bateau. Bon, il y a pas de bateau. Il faut pouvoir. Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Je vais aller faire un petit tour là. Je vais tourner, virer. Je vais voir un tel. Et alors le truc essentiel d'hiver à Porquerolles, allumer son feu de cheminée. C'est vital. Avoir son tas de bois et allumer son feu de cheminée, c'est vital. C'est vital. Ouais. Bon. Et puis surtout cette vie intérieure, pouvoir prendre des bouquins et puis lire et écouter de la musique et admirer un coucher de soleil. C'est extraordinaire un coucher de soleil. Et avec nous, on a la chance d'avoir le contraste. Ça compte, hein. Contraste de la saison et la saison d'été, la saison d'hiver. Saison d'été où on est extrêmement bousculé, où on est content de voir du monde. Oui. Parce qu'il faut quand même pas dire non plus on est content de voir arriver les gens. On est ravis, on est aux anges, on leur fait un accueil chaleureux. Et quand ils partent, on leur dit au revoir. Avec plaisir, on s'amuse beaucoup parce que Joël qui travaille avec moi et qui est porcrosienne, elle dit « Oh là là, dans un mois, on pourra tous leur dire au revoir. » Et oui, et on va se retrouver entre nous. C'est ça qu'on entend. C'est ça. Donc, c'est important. Le contraste est très important. J'ai l'impression que c'est un petit peu comme les petits-enfants. On est heureux quand ils arrivent, on est heureux quand ils repartent aussi. Voilà. Est-ce que vous sauriez définir ce que Marceline Henry et Pierre Buffet, aujourd'hui, dans sa lignée, nomment l'esprit de l'île? Je ne sais pas si j'aurais une définition pour ça. L'esprit de l'île, c'est de ce dont on a parlé depuis le début. C'est savoir faire bloc quand quelque chose va mal et se chamailler quand tout va bien. Parce que ça se chamaille beaucoup dans le village. Hein. C'est vrai. Ça se chamaille beaucoup, et ce qui est tout à fait normal. Dans tous les petits villages, c'est comme ça. Mais dès qu'il y en a un qui est fatigué, qui est pas bien, moi je dirais que c'est ça l'esprit de l'île. C'est bien être présent, chamailler quand tout va bien et bien être solidaire quand tout va mal. En 60-70 ans, comment vous avez vu l'île évoluer et quel regard vous portez sur ces changements? Quels sont pour vous les grands changements majeurs que vous avez vécus? Sur cette île, c'est l'arrivée du parc national. Ouais. Ça. En 63. Voilà. C'est très bien. C'est à la fois très bien, très bien, parce que ça a quand même protégé l'île et ça protège l'île. Maintenant, il y a une arrivée en même temps de fonctionnaires qui passent, ils font un certain temps et ils s'en vont.
Donc, ils ne peuvent pas attraper l'esprit de l'île, ils peuvent pas être intégrés à l'île, d'ailleurs, ils cherchent pas. Et à ce moment-là, ça crée une espèce de tension qui n'est pas toujours déclarée, hein, mais une tension qui fait que eux, ils sont pas d'ici, ils savent pas ce que c'est que Porquerolles. Et ils nous donnent des leçons, mais ils savent pas. Donc, comme s'amuser, je sais pas, ça fait 10 fois qu'on le constate, changer le nom des pointes, changer le nom des chemins. Ils ont renommé un endroit, c'est ça? Ils ont renommé plein d'endroits, plein d'endroits. Et alors les Porquerolliens, ben, ça passe pas. Ça passe pas. Il faut pas. Donc ce serait ça le gros changement sur cette île, à mon avis. Bon, en même temps, ils ont protégé, il faut pas exagérer. Hein. C'est ce que je voulais vous dire. Est-ce que quand même vous reconnaissez que la présence du parc est importante pour protéger un territoire comme celui-ci qui est quand même victime, comme l'est Porquerolles, alors l'île du Levant, je sais pas, mais et dans une moindre mesure, mais victime d'une certaine hyperfréquentation néanmoins. L'hyperfréquentation, c'est pour Porquerolles. Porquerolles, il y a du monde, mais à part, je dirais, du monde une semaine par saison. Vraiment du monde en hyper-fréquentation. Parce que d'abord, le ticket de bateau est beaucoup plus cher, etc. Maintenant, c'est vrai que le parc national a fait très bien son boulot, a très bien protégé l'île et continue à la protéger. Mais il y a un truc qui nous désespère, nous les habitants, et je crois que je peux parler en leur nom, c'est la somme d'interdictions qui nous sont tombées sur le dos. Interdit d'aller là, interdit de prendre son bain à tel endroit, interdit de se mouiller, interdit de ceci. Il y a eu des paquets d'interdictions. Et ça, des Porquerolliens ont du mal à le vivre. Beaucoup de mal à le vivre. Faut reconnaître. Maintenant, la société est devenue très difficile. La société n'est pas disciplinée. Ils contestent tout. Je peux comprendre qu'on mette des barrières et des garde-fous à des gens qui sont... Oui, peut-être aux visiteurs d'un jour. Au magasin, quand on leur dit mettez votre masque. Ah, mais non, moi je veux pas mettre mon masque. Mais vous êtes vacciné peut-être, mais mettez votre masque quand même. Et on se fait insulter. La société n'est pas facile. On retrouve un petit peu l'hiver. On a eu des droits accordés en fonction des us et coutumes. Oui. Mais ça se rétrécit beaucoup. Hein. Vous avez 2-3 exemples de choses dont vous vous dites, bon, c'est quand même un peu... La pêche. Ouais. La pêche, avant, on pouvait prendre son petit bateau, aller pêcher à la ligne, pêcher juste une petite friture de poisson, qu'on rentrait à la maison manger. Maintenant, ça n'existe plus. On peut plus faire ça. On peut plus faire ça. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous regrettez dans le Porquerolles de votre enfance, dans la vie de village, les personnes, la façon dont les gens peut-être étaient entre eux, ou tout simplement le paysage qui aurait changé, des constructions? Non, ça n'a pas tellement changé. Ça n'a pas tellement changé. Si vous prenez Porquerolles d'hiver, ça ressemble beaucoup au Porquerolles de l'hiver de mes parents. Ouais. Beaucoup, avec un peu plus de modernité, mais ça ressemble bien à ça. Les parties de pétanque ressemblent aux parties de pétanque que mon père faisait avec ses copains du village, là. Ça ressemble tout à fait à ça. L'île n'a pas été beaucoup transformée, le village, non. Ce qui a transformé l'île, c'est le parc national, qui a instauré des règlements. En fait, c'est eux qui ont construit partout. Le village n'était pas construit comme ça. Donc, c'est plutôt eux qui ont changé. Mais, d'un autre côté, il fallait protéger cette île. Donc c'est difficile de critiquer. Ouais. Maintenant, il ne faut pas qu'ils débordent, qu'ils interdisent systématiquement. Je vois cet hiver pendant le confinement, ils sont venus nous trouver pour nous dire que si on voulait, il n'y avait personne, il n'y avait pas de bateau, il n'y avait rien. Si on voulait, on pouvait aller mettre une ligne au bout du quai pour prendre notre poisson pour manger. Mais cette vie de village a repris aussitôt, quoi. C'était le bonheur total. C'était le bonheur total. Donc c'est vrai que ça nous manque. Ça nous manque, oui. Comment vous imaginez Porquerolles dans 30 ans? Est-ce que vous arrivez à vous l'imaginer? Dans 30 ans, ils sont arrivés à décourager tout le monde et vider l'île de tous les habitants et tout le monde pour en faire une réserve exclusivement naturelle. Ça peut arriver. Ça, c'est ce qui me fait le plus peur. Ou alors on continuera à avoir des habitants et continuera à vivre comme ça, de toute façon. Mais ce sera très réglementé, de toute manière. On est obligé d'aller vers des règlements, Mais en fait, on est réglementer le nombre de passagers. Moi, je vois très bien l'île avec un droit d'entrée, un billet d'entrée pour venir visiter l'île. Je vois très bien dans certains parcs nationaux, c'est comme ça. Je vois très bien ça comme ça arriver de cette façon-là. Pour vous, ce serait regrettable?
Toujours pareil, je me dis que la société a évolué de telle façon, on n'a pas forcément affaire à des gens intelligents et des gens prudents, intelligents et respectueux. C'est respectueux surtout le mot le plus important. Quelle est votre définition du Port-Crozien ? J'avais fait une fête entre Port-Crozien et mes enfants étaient à la fête et ils avaient dit ben ça y est, on a trouvé. C'est un village gaulois. La bagarre et puis cette entraide qui reste et cette affection énorme entre nous. Hein. Un village gaulois, c'est juste. Village gaulois. Dernière question, Daniel. Quand vous pensez à Port-Cros, que vous êtes loin, par exemple, quand vous retournez à hier, par exemple, quelle est la première image qui vous vient à l'esprit ? Quand je pense à Port-Cros, oui. Je me dis, oh, qu'est-ce qu'on est bien, il n'y a pas de bruit, il n'y a pas d'odeur. C'est les odeurs surtout. Moi, quand j'arrive à hier ou à Paris, alors c'est encore pire parce que je vais souvent à Paris, c'est les odeurs d'échappement, c'est infernal. Vous arrivez sur l'île, vous respirez, vous êtes bien. Non, c'est une qualité de vie ici qui fait que c'est vrai que ça se remarque quand on va sur le continent. Prendre sa voiture, c'est pas du tout un plaisir pour nous. On prend sa voiture par obligation, par nécessité, mais c'est pas un plaisir. Donc un certain sentiment de plénitude. Pourquoi on a le sentiment de la liberté, d'être chez soi et d'être chez soi aussi. Parce que cette île, il y a ça aussi. Tous ceux qui habitent Port-Cros ont l'impression que l'île est à eux, c'est à nous. Alors qu'est-ce qu'ils viennent faire, c'est à nous. Ça, c'est propre aux insulaires. Hein. Ah oui, parce que les Porquerolais sont pareils. Ouais, il y a quelque chose de cet ordre-là, un attachement assez viscéral au territoire. Je vous remercie infiniment. Merci beaucoup. Merci à Daniel de nous avoir partagé un peu de son histoire et de sa vie à Port-Cros. Pour retrouver toutes les notes de l'épisode, rendez-vous sur fragileporquerolles.toutattaché.com. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez toujours vous abonner au podcast Fragile sur Apple Podcast, Google Podcast ou toute autre plateforme d'écoute. Cela vous permettra d'être notifié des nouveaux épisodes tous les 15 jours. Et si cet épisode vous a plu, surtout, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Pour les détenteurs d'iPhone, si vous voulez apporter un vrai coup de pouce au podcast, laissez un avis 5 étoiles sur Apple Podcast avec un petit commentaire. C'est la meilleure manière de le soutenir et ça me fait toujours très plaisir de vous lire. On se retrouve très vite. À bientôt.